Compte rendu de la 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 18 octobre 2024. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 18 octobre 2024. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir: point 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Point 2. Point d'information. Point 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Point 4. Examen et adoption de dossiers. Point 5. Examen et adoption de textes. Du point 1. De la prévention et de la répression de la criminalité urbaine. Revenant sur sa communication faite lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, le président de la République a rappelé la nécessité de combattre la criminalité urbaine caractérisée notamment par le phénomène Kuluna couplé aux autres actes cruels qui inquiètent les habitants de certaines agglomérations du pays, dont Kinshasa. Subsidiairement à ces instructions déjà données à ce sujet et en considération des fondements sociaux de la délinquance, il a engagé le gouvernement sous la supervision de la Première ministre à envisager le renforcement des mécanismes d'encadrement des jeunes désœuvrés à travers des structures publiques et privées d'apprentissage des métiers et de réinsertion sociale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, ont été chargés d'organiser fréquemment des audiences foraines pour juger les Kuluna, les bandits à main armée, appréhendés afin de donner un effet dissuasif contre toute émulation. Le président de la République a appelé à un contrôle rigoureux qui doit régulièrement être fait sur la circulation et la détention d'armes par les militaires et policiers, afin de prévenir des crimes commis par des éléments incontrôlés qui opèrent aux côtés des bandits civils ou qui leur prêtent des armes. Un rapport mensuel conjoint sur les mesures de prévention et sur la répression de la criminalité urbaine devra être produit. Du point 2, de la présence et de la circulation des étrangers dans les sites miniers. Le président de la République a eu écho de la présence des étrangers dans les zones et sites miniers du pays. Dans certaines régions minières, des exploitants étrangers y opèrent en toute illégalité. Considérant que la libéralisation du secteur minier, au terme du code minier, a donné l'accès à ce secteur sur toute l'étendue de la République à tous les opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, l'abandon du régime d'interdiction de circulation des étrangers dans les zones minières ne devrait pas être vu comme une naïveté de notre pays qui donnerait une passe aux étrangers de faire tout ce qui leur semble bon. Cet abandon était plutôt dicté par la nécessité d'attirer des investisseurs et de répondre à l'exigence du bon climat des affaires. Pour ainsi mettre fin aux abus des avantages découlant de cette libéralisation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre des Mines
et tous les autres services étatiques, dont la Direction générale de migration, ont été chargés de mettre en place un dispositif de contrôle et de surveillance mieux élaboré et rigoureux pour empêcher l'accès dans ces sites miniers des étrangers ne justifiant pas d'un titre de séjour régulier en République démocratique du Congo, ni d'un investissement dans l'exploitation minière. Il est aussi utile de veiller scrupuleusement à cette pratique de prête-nom qui a tendance à contourner la loi. Les ministres et services concernés devront présenter leurs conclusions en déant un mois. Du point 3, des engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière des droits humains. Le président de la République a exprimé sa satisfaction à la suite de la brillante élection de la République démocratique du Congo, notre pays, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2025-2027. Comme il n'a cessé de le rappeler devant les différentes tribunes des Nations unies, notamment à New York, comme à Genève, et au segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme auquel il a personnellement participé en février 2023, notre engagement à améliorer la gouvernance des droits de l'homme procède de notre conviction en tant que peuple qui croit en un État de droit libre, démocratique et uni, tout en dénonçant une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par notre pays en matière de droits de l'homme. Le président de la République a rappelé quelques progrès majeurs accomplis sous son leadership. Il s'agit notamment de la promulgation de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, suivi de la création du FONAREV dédié aux réparations des victimes et de la création pour les réformes dans le secteur de la justice transitionnelle de la CIAVAR placée sous son autorité directe. La promulgation de la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et internationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers ce peuple. La loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. La loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans l'objectif de renforcer notre communication sur cette question au niveau national et international, le président de la République a décidé de la convocation sous son autorité d'une réunion urgente de haut niveau regroupant tous les ministres sectoriels et autres structures concernées qui s'y pencheront activement afin de réfléchir sur la situation des droits de l'homme et de préparer un rapport circonstancié détaillant les actions urgentes à mettre en place pour répondre efficacement aux critiques dont nous faisons l'objet. Point 2. Point d'information. Du point 2, alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué par les attentes de la population
qui suit le déroulement de la session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat au regard des différentes revendications sociales. La satisfaction quasi générale de la population suite à la qualification de l'équipe nationale Léopard au terme de leur victoire face à l'équipe nationale de la Tanzanie lors de la 4e journée d'éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir présenté un succinct résumé de sa participation à la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a par ailleurs passé en revue le déroulement des opérations en cours, principalement contre les miliciens Codeco et Zaïre dans l'Ituri et les ADF/MTM dans le Nord Kivu, les combattants Maï Maï Mayele dans le Sud Kivu et les insurgés Mobondo dans le Congo central. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a passé en revue la situation épidémiologique en République démocratique du Congo et fait le point des actions de riposte en cours. En ce qui concerne le Mpox, il a fait état de la poursuite de la campagne vaccinale dans les 11 zones de santé de 6 provinces, en précisant que la couverture vaccinale nationale au 15 octobre 2024 est de 20 960 personnes vaccinées, ce qui représente 45% de la cible. Le lancement de la campagne de vaccination contre la Mpox à l'Équateur a été fait le 14 octobre 2024 par le vice-gouverneur de la province alors que se poursuivent les préparatifs du lancement de la campagne de vaccination dans les 2 provinces restantes du premier bloc, à savoir le Sankourou et le Sud-Ubangui. Au sujet du choléra, la tendance à la 47e semaine est marquée par une diminution du nombre des nouveaux cas de choléra, passant de 527 à 484 cas par rapport à la semaine précédente. La prise en charge gratuite des cas se poursuit dans les centres de traitement de choléra, autant que les investigations des cas et prélèvements des échantillons dans les zones de santé touchées, ainsi que la surveillance globale, épidémiologique, biologique, environnementale et clinique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2, alinéa 4. 3 notes d'information relevant du secteur des transports. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a présenté au Conseil une note d'information à 3 volets. Le premier volet a porté sur la mise au point des mesures à court et à moyen terme prises en rapport avec les accidents et incidents constatés sur la navigation intérieure. Il a indiqué que ces mesures visent à faire face notamment à l'insuffisance de balisage de nos routes de navigation, au non-respect de la réglementation liée à la surcharge, au voyage nocturne, au manque de feu de position des embarcations
et au non-respect des normes de construction navale. Les armateurs censés appliquer cette réglementation sont appelés à s'interdire de naviguer la nuit afin d'échapper à tout contrôle du personnel de l'administration des transports. Ces derniers sont quant à eux encouragés à faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Le deuxième volet a concerné la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Suivant les recommandations du président de la République, chef de l'État, il a indiqué que 2 réunions techniques se sont tenues les 24 septembre et 15 octobre 2024 avec les ministères concernés par ce secteur et le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que leurs experts. 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés. Pour y remédier, les mesures suivantes ont été proposées. 1. La présence des policiers dans les différentes intersections. 2. Prévoir des routes dédiées à sens unique selon l'affluence des véhicules sur les principales artères. 3. La Commission nationale de prévention routière et l'Office des voiries et drainages ont mené une étude sur la manière de procéder à une circulation alternée qui sera implémentée dès la semaine prochaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, les responsables des services précités ont été invités à éclairer le Conseil sur les modalités de la mise en œuvre de ces mesures. Enfin, dans le troisième volet, il est revenu sur l'incendie survenu le 15 octobre 2024 au dépôt de Transco à Massina, Siforco, à Kinshasa, brûlant un total de 66 bus. Afin de déterminer l'origine de cet incendie, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière et déterminer les responsabilités sur le plan administratif et poursuivre leurs éventuels auteurs devant les instances judiciaires. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 alinéa 5, cette feuille de route détermine le cadre de pilotage du processus de déploiement du SIGMAP et identifie 7 étapes majeures pour l'implémentation de cette plateforme de gestion des marchés publics, à savoir renforcement du cadre réglementaire de la gestion de la République, chef de l'État, formulé lors de l'atelier de lancement du système intégré de gestion des marchés publics le lundi 29 août 2022 concernant l'implémentation du SIGMAP dans les entités publiques tant au niveau central, provincial que local. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 alinéa 6, évolution des travaux de construction des rocades de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a informé le Conseil de l'évolution des travaux de construction des rocades de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme sino-congolais. En effet, la rocade sud-est part de l'avenue Njoku, passe par le boulevard Lumumba, l'avenue Bouma, dite Antoine Gizenga, atteint Djili Brasserie, longe l'avenue de la Paix, traverse Kimwenzagar et termine à Mitendi en croisant la route nationale numéro 1 et ce sur 41,54 km. La rocade sud-ouest, elle va de Mitendi sur la route nationale numéro 1 jusqu'à la Remboudi, soit une longueur de 21,38 km. Si pour l'une, le projet est exécuté par la société CTCE, pour l'autre, la mise en œuvre est faite par la société CREC 8. Les travaux en cours sur ces deux projets avancent normalement. Ils comprennent l'installation des bases-vies pour les chantiers des deux rocades, la préparation et le dégagement des emprises des routes, les travaux de terrassement,
l'aménagement des voies de déviation utiles pendant la construction de la route, la conduite des travaux d'assainissement, construction des caniveaux en cours, ainsi que la construction d'ouvrages hydrauliques, dallos, bus et collecteurs. Entre-temps, le gouvernement s'emploie à relever le défi d'expropriation au regard de la présence de plusieurs cimetières sur l'emprise des linéaires des rocades. Car il s'agit des routes à 2 fois 2 bandes, allant dans les 2 sens avec des accotements. Elles ont besoin d'une largeur globale de 20 mètres d'emprise. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a été respectivement complété par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2 à alinéa 7. Financement des projets urgents d'infrastructure. Le ministre des Finances a, pour sa part, informé le Conseil du financement des projets structurants par le Trésor public en vue de garantir un impact durable sur l'économie nationale, tout en améliorant les conditions de vie des citoyens. En effet, les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique déployés entre juin et septembre 2024 ont permis d'améliorer l'environnement des affaires et de renforcer l'attractivité des titres publics, facilitant ainsi la mobilisation de financement à des conditions plus favorables. Aussi ont-ils favoriser la constitution des marges de trésorerie qui ont facilité la relance du financement des projets d'investissement urgents dans plusieurs secteurs clés et provinces. Le ministre des Finances a précisé que ces projets qui ont connu des retards en raison des diverses contraintes, notamment financières, sont désormais relancés dans le cadre d'un plan d'action accéléré visant à répondre aux besoins immédiats de la population et à soutenir la croissance économique. Les fonds mis à disposition étaient affectés notamment au programme de développement local des 145 territoires, aux projets d'infrastructures et voiries en province et aux projets de développement des infrastructures de la ville de Kinshasa. Tirant les leçons du passé, le ministre des Finances a martelé que la réussite de ces projets dépendra de l'efficacité dans leur mise en œuvre du mécanisme de contrôle et de suivi mis en place et de la capacité à mobiliser les ressources nécessaires. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 3. Approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 11 octobre 2024. Du point 4, alinéa 1, projet pilote de la relance de la production avicole. Le ministre de la Pêche et Élevage a présenté le dossier relatif au projet pilote de la relance de la production avicole en République démocratique du Congo. En effet, ce projet pilote, qui s'étend sur 8 différents pôles à travers le pays, a l'ambition d'organiser les filières avicoles et les dispositifs d'articulation entre aviculture moderne, aviculture paysanne, dans l'objectif d'assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire en produits avicoles, viande, œufs et produits dérivés. Le ministre de la Pêche et Élevage a expliqué les actions et les stratégies de relance, les mécanismes de mise en œuvre du projet, les sources de financement ainsi que le chronogramme d'activité étalé sur 24 mois entre 2024 et 2025. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Du point 4, alinéa 2. Participation à la relance des activités du Centre international des civilisations bantoues, CICIBA en sigle.
la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a évoqué la nécessité de la participation active de la République démocratique du Congo à la relance des activités du Centre international des civilisations bantoues. Considérant le leadership de notre pays au sein de cette organisation comptant 11 États membres, elle a motivé l'importance d'une redynamisation qui passe notamment par la relance des réunions du Conseil d'administration et de la conférence des ministres plongée dans une léthargie depuis une décennie. L'objectif poursuivi est de permettre à cette structure, à travers l'accomplissement des missions lui assignées, de renforcer une coopération régionale autour des valeurs culturelles partagées par les peuples bantous. Par ailleurs, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a annoncé que la République démocratique du Congo soumettra officiellement sa candidature à la présidence de la conférence des ministres en charge des affaires culturelles prévue en mai 2025. En synergie avec les autres membres du gouvernement, elle entend prendre les dispositions idoines aux fins de faire jouer à notre pays le rôle moteur dans la redynamisation du CICIBA. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Du point 5, examen et adoption de 4 textes. Du point 5, alinéa 1, projet de décret. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil pour examen et adoption les grandes lignes d'un projet du décret portant régime de déclaration du patrimoine familial de l'agent public de l'État. Il a indiqué que ce texte vient répondre au vide juridique existant sur les modalités particulières de déclaration de patrimoine pour les autres catégories d'agents publics et clarifie les mécanismes d'exécution des dispositions de l'article 9 du décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. À travers une fiche individuelle de déclaration de patrimoine familial en version papier et en version électronique, chaque agent autre que ceux soumis à des régimes particuliers de déclaration de patrimoine déclare son patrimoine dans les 30 jours qui suivent sa prise de fonction et dans les 30 jours qui suivent la fin de ses fonctions, sous peine de poursuites disciplinaires ou pénales, selon les cas. L'agent est également tenu de renouveler sa déclaration de patrimoine familial suivant les mêmes modalités chaque année, au plus tard le 30 avril de l'année. Les mêmes sanctions sont applicables en cas de défaut de déclaration dans le délai et en cas de déclaration inexacte prouvée par des enquêtes menées par l'OSCEP. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Point 5, alinéa 2. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans une période de 15 jours prenant cours le 24 octobre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Point 5, alinéa 3, projet de loi de ratification. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et adoption 2 textes. 1. Projet de loi portant ratification de la Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt au titre du pilier 2. Deuxième texte, projet de loi
portant ratification de la Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux textes. Commencée à 14h50, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h27. Je vous remercie.